Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux malgré l'heure tardive pour cette première conférence d'une série de 8 placée sous le signe et le titre des cités littéraires. Alors vous voyez que il y a plus de cités dans le monde que d'académiciens et de cités littéraires aussi. Que veut dire cité littéraire? C'est ce que nous allons demander à 8 d'entre nous qui vont chacun répondre de façon tout à fait différente. Et vous allez voir que la question est d'abord qu'est-ce qu'une cité, ensuite qu'est-ce qu'être une cité littéraire, et c'est surtout le rapport du conférencier avec ces deux thèmes qui va nous intéresser. Vous allez voir que chacun va le traiter de façon très différente. Ce sera donc aussi un voyage littéraire à travers des concepts et aussi de magnifiques paysages. Alors nous commençons évidemment à tout seigneur, tout honneur, c'est l'Égypte pharaonique qui est la première. Et pour l'Égypte pharaonique, c'est le porte-parole attitré du Sphinx qui nous fait l'honneur de commencer avec le professeur Nicolas Grimal, qui est donc, je n'ose même pas le présenter, mais c'est donc le professeur honoraire du Collège de France en civilisation égyptienne, qui est aussi le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui travaille depuis des décennies sur l'Égypte, l'archéologie, la philologie et la littérature égyptienne. Il a choisi comme thème Memphis, dont il va nous expliquer justement que ce thème de cité littéraire va être une gymnastique de l'esprit pour reconstituer devant vous. Et je veux aussi y voir quand même un message d'espoir, puisque autrefois tu nous avais promis, tu caressais le projet d'une grande synthèse de l'histoire littéraire de l'Égypte. Peut-être que c'est le premier pas, tu en semblais un peu désabusé, mais voilà, si jamais c'est le premier pas qui compte. Et je vous prie maintenant donc d'accueillir Nicolas Grimal. Merci. Merci, cher ami. Bien, je vais essayer de parler depuis le pupitre ici. Ça fonctionne? Oui, magnifique. C'est magnifique. Alors, merci, cher Jean-Noël, pour tes propos louangeurs, bien trop. Alors oui, je te rassure, le projet d'anthologie de la littérature est toujours sur le métier, bien que le merveilleux travail fait par notre confrère Pierre Laurence sur la littérature romaine m'incite à la modestie et me fait douter de ma capacité à être à son niveau, mais je n'abandonne pas l'idée, bien sûr. Et donc, c'est quelque chose qui se fera, peut-être pas tout de suite, puisqu'il y a d'autres choses en route, mais qui se fera. Alors, présenté par Jean-Noël Robert, ce thème a l'air comme ça d'être très consensuel, merveilleux. En fait, il ne m'a pas trop demandé mon avis. Je me suis trouvé un peu mis au pied du mur. Et puis, comme il y a eu 2 capitales essentiellement en Égypte, on va laisser Alexandrie, qui fera l'objet d'un autre exposé, pas par moi. Il me restait que Memphis, puisque c'est en fait la seule vraie capitale. Alors, ce cycle de conférences soulève une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une cité littéraire? Est-ce que c'est une cité qui apparaît dans la littérature? Est-ce que c'est une cité qui génère de la littérature, donc qui est moteur dans la littérature d'un pays, dans la littérature mondiale? Quelle est la part du rêve? Quelle est la part de la réalité derrière ces cités? Vous voyez, toutes sortes de questions auxquelles il n'est pas si facile de répondre ex abrupto. On a, je vais en parler dans un instant, des cités qui sont des mythes, mais Memphis n'est pas un mythe. Memphis a existé, ça a été réellement une cité qui a été la capitale de l'Égypte. Alors, il existe une étude fort savante qui avait été faite il y a maintenant un siècle à peu près par un de nos collègues allemands, qui s'appelle Memphis als zweite Landhauptstadt. Memphis, l'autre capitale de l'Égypte. Mais ce n'est pas l'autre capitale. L'autre capitale, ce serait plutôt Thèbes, qui a toujours été une capitale un peu secondaire et temporaire, essentiellement pendant le 2e millénaire avant notre ère. Mais l'histoire de Memphis commence extrêmement tôt, puisqu'elle commence avec les premiers temps
de la civilisation pharaonique, en fait, elle commence au 3e millénaire, peut-être même à la fin du 4e millénaire, puis après la période au cours de laquelle Thèbes a pris le pas, c'est-à-dire le 2e millénaire en gros, elle redevient, et en particulier grâce à la présence grecque, elle va redevenir la grande capitale. Alors quand on dit grande capitale de l'Égypte, selon les millénaires, eh bien on a soit la capitale de l'unification du pays, soit aux époques plus tardives, la capitale dans laquelle se retrouvent tout le Proche et le Moyen-Orient. C'est de ça que je vais essayer de vous parler et de voir comment on peut en avoir la trace, comment on peut la retrouver et ce qu'elle nous a donné. Alors, comme je viens de vous le laisser entendre, cette problématique pose une question qu'aujourd'hui on a mis aussi sur le métier, qui est celle du mouvement des capitales. Il y a des capitales qui se déplacent. D'ailleurs, vous verrez que cet exposé se terminera sur le déplacement des capitales. On pense tous à Brasilia, par exemple. On crée une capitale en dehors de son contexte historique. On la sort complètement parce que l'environnement n'est plus vivable, ou la géopolitique le commande. Bref, on crée ex nihilo une capitale. C'est ce qui va arriver en Égypte, avec la nouvelle capitale qui va se faire, qui est en train de se construire à 45 km à l'est, dans le désert, 45 km à l'est de Memphis. Alors, qu'est-ce que c'est que ces capitales? Quel est leur statut réel? Ce sont des capitales nomades ou des capitales rêvées? Je vous ai exprès mis ici deux ouvrages récents sur ces questions. L'un qui est sur les métropoles en mouvement, c'est ce que je viens de vous dire, et l'autre qui évoque justement la part du mythe et de la réalité dans ces capitales. Eh bien, nous sommes entre les deux. Il semblerait d'ailleurs que l'Égypte soit frappée d'une certaine malédiction, parce qu'il y a une autre capitale égyptienne qui est une capitale mythique. C'est Alexandrie. Alexandrie, qui est née d'abord du rêve d'un homme, puisque Alexandrie est une création ex nihilo, et cette création ex nihilo, qui alors elle va connaître une postérité littéraire énorme, on pense, je ne sais pas, aux grandes Adonides Théocrite, où vous avez la description de la foule alexandrine. On a eu d'ailleurs, en travaillant avec mon confrère Jean-Yves Empereur à la redécouverte du phare, c'est-à-dire de la décoration pharaonique de cette ville grecque, on avait l'impression à certains moments que Théocrite était juste derrière nous et par-dessus notre épaule se moquait des Doriennes qui écrasaient les A en parlant dans la rue. Ce n'étaient pas des Doriennes, mais elles écrasaient quand même les A. Donc Alexandrie était cette ville mythique créée par l'homme et qui a généré, alors elle, c'est un bon exemple de capitale ou de cité littéraire, puisqu'elle a généré sa propre mythologie littéraire. Et sa propre mythologie littéraire, vous la connaissez, c'est Deurel. Deurel est le quatuor d'Alexandrie. Alors je me suis amusé à vous faire apparaître à l'écran des pages des différentes éditions du quatuor d'Alexandrie de Deurel. Alors vous voyez, sur ces illustrations, eh bien, il n'y a pas d'Alexandrie. Il y a du Nil, il y a des palmiers, il y a des pyramides, mais il n'y a pas d'Alexandrie. L'Alexandrie de Deurel ne parle pas d'Alexandrie. Je ne parlerai pas du cinéma. Le film de Georges Cukor, c'est une histoire romancée, mais qui n'a aucun rapport avec l'Alexandrie d'Alexandre, que l'on ne connaît d'ailleurs que depuis les travaux réellement qui ont moins d'un siècle, et en particulier ceux de Empereur, où l'on voit arriver le décor. D'ailleurs, Deurel lui-même avait bien compris que cette notion était extrêmement vendeur. Vous avez vu, vous avez ici un quintet d'Avignon. Après le quatuor d'Alexandrie, pourquoi pas le quintet d'Avignon? Vous avez les îles grecques, vous avez le carrousel sicilien. On voit bien que le mythe que crée Deurel est lui en plein dans le sujet de cette série de conférences, c'est la littérarité de ces capitales. Alors, on est loin de l'histoire, on est loin de tout. Et alors, vous allez me dire, vous êtes gentil, mais et Memphis? Qu'est-ce qui se passe avec Memphis? Alors voilà, après cette introduction pas très optimiste, je vais vous emmener, si vous voulez, à la recherche d'abord de Memphis. Qu'est-ce que c'est que Memphis? Est-ce un lieu, plusieurs lieux? Regardons la carte
une carte de géographie qui est celle de Montet, qui vous montre l'emplacement dans lequel se trouve Memphis. Je suppose qu'il n'y a pas de... Non, on n'a pas de pointeur. Bon. On s'y fera. Vous voyez ici, j'ai grossi le détail de cette carte pour qu'il vous soit perceptible. Vous apercevez le Caire. Bon, le Caire, on voit bien comment... attendez, décidément, excusez-moi, mais je ne suis heureux qu'en... Donc je pense si ça marche. Ça marche? Oui? Très bien. Parce que comme j'ai des répétiteurs, c'est mieux que mon petit écran. Le Caire que vous voyez ici, en haut à droite de la partie sélectionnée, vous voyez que dans cette partie sélectionnée, vous avez en fait toute la chaîne des pyramides, d'Abu Rawash jusqu'à Dachour. Vous avez Helwan et vous avez Atar el-Nabi, on va y venir dans un instant, et puis vous avez Mitraïné. Mitraïné, c'est Memphis, c'est le site de Memphis. Donc là, ce que nous allons considérer, c'est une assez vaste étendue de plusieurs dizaines de kilomètres le long des rives du Nil. Alors qu'est-ce que c'est que Memphis à l'origine? À l'origine, c'est ce qu'on appelle la muraille blanche. Et vous avez ici, sous les yeux, la représentation hiéroglyphique du nom de la citadelle originelle, qui est donc Ineb Hedj, la muraille blanche. Et puis, comme vous l'explique le texte de Pierre Montet que j'ai mis en dessous, le nom même de Memphis vient du nom du domaine funéraire de la pyramide de Pépi Ier. Men, Néfer, Pépi. Stable est la beauté de Pépi, ou la splendeur de Pépi. Ça, c'est intéressant à constater. C'est que ce nom qui va nous arriver à travers les Grecs, Memphis, c'est en fait le nom d'un domaine funéraire. Ça vous donne tout de suite le lien qu'il y a entre les nécropoles, et en particulier les nécropoles royales, et l'implantation urbaine, le développement d'une cité qui se développe en fait sur un domaine funéraire. Donc à l'origine, vous avez la muraille blanche qui représente le lieu du pouvoir, si vous voulez, ou le lieu d'union symbolique, on va y venir tout à l'heure, entre la haute et la basse Égypte. Et puis la ville elle-même, Men-Néfer Pépi, c'est simplement un domaine. Et ce domaine ici, si on regarde sur la carte, on voit, si elle arrive à bouger, oui, elle arrive à bouger. Vous voyez ici sur cette carte, Memphis et toute la partie funéraire qui est la partie en fait importante. Et cette partie importante, c'est celle que vous connaissez, vous. Parce que vous avez la nécropole de Saqqara. Voilà la pyramide de Pépi Ier. L'intérieur de la pyramide de Pépi Ier avec le sarcophage. Et ici, vous avez le Sérapéum. On va en parler dans un instant du Sérapéum, qui est un des grands symboles de Memphis, qui est connu en particulier par les voyageurs grecs. C'est-à-dire que, pour l'instant, au point où nous en sommes, si cet exposé s'arrêtait, vous ne connaîtriez de Memphis que des tombes et un ensemble de cultes au dieu Apis. Donc rien d'urbain, pas de vie, pas de ville. Alors voyons si cette première impression se vérifie. Et pour ce faire, nous avons un excellent outil qui sont les auteurs grecs, qui donc, eux, visitent et voient cette ville, on va dire, dans la première moitié, entre la première et la deuxième moitié du premier millénaire avant notre ère. Donc on est à une époque où on circule beaucoup dans le Proche-Orient. Strabon, donc, comme d'autres historiens et géographes, décrit. Vous voyez, vous avez le texte sous les yeux, c'est l'ancienne résidence des rois d'Égypte. Donc on est bien dans une capitale, elle n'est pas loin. Alors depuis la pointe du delta jusqu'à cette ville, on ne compte que 3 chaudes. Elle possède plusieurs temples. Que remarque Strabon? Pas la ville, on ne parle pas de la ville. Elle possède plusieurs temples, entre autres qui est consacré à Apis, c'est-à-dire Osiris. Vous venez de le voir à l'instant. C'est le Sérapéum, c'est le tombeau des Apis. Là, dans un sécos particulier, est nourri le bœuf Apis, dont la personne, avons-nous dit, est considérée comme divine. Alors, là vient la petite histoire.
telle que vous la trouvez chez les auteurs grecs. On vous raconte que le touriste vient voir le taureau Apis, on le fait sortir, on le fait trotter dehors, enfin bref, etc. Et puis, un détail qui vient ensuite sur le temple d'Apis, qui est tout à côté de l'Héphaïstéum, c'est-à-dire temple non moins magnifique, qui, entre autres détails, est remarquable. Alors, une petite description du temple, et en avant du temple, dans le dromos même, on voit se dresser un colosse monolithe. N'oubliez pas ce colosse. L'usage est de donner dans ce dromos le spectacle de combat de taureaux, etc., etc., etc. Bon. Vous n'avez toujours rien appris. Vous avez appris des choses sur l'Apis, vous avez appris des choses sur la position géographique, mais vous n'avez rien appris sur la ville elle-même. Continuons d'avancer. Pardon, c'est ça, oui. Vous voyez, le bœuf Apis dont je vous parlais, j'ai ouvert notre conférence sur une image d'un peintre américain du 19e qui est apparu brièvement, pardon, et qui a déjà disparu. C'est l'image que même on va garder dans la mémoire occidentale jusque très tard. Encore un petit moment sur le texte de Strabon, sur justement ce Sérapéum. Alors, ce Sérapéum que vous avez brièvement entreaperçu, qu'est-ce qu'en dit Strabon? Il est bâti en un lieu tellement envahi par le sable qu'il s'y est formé par l'effet du vent de véritables dunes, et que, quand nous le visitâmes, les sphinx étaient déjà ensevelis, les uns jusqu'à la tête, les autres jusqu'à mi-corps seulement, et qu'il était facile d'imaginer quel danger on eût couru à être surpris sur le chemin du temple par une violente bourrasque. C'est extraordinaire. Si vous allez visiter aujourd'hui le Sérapéum, si vous allez à Saqqara, par un jour un peu gris avec un ciel un peu bas, vous aurez exactement cette impression et vous ne verrez aucun vivant. Alors qu'en est-il de Memphis? Memphis est une grande ville très peuplée qui, ainsi qu'Alexandrie, a vu se fixer dans ses murs un grand nombre d'étrangers de toutes nations. Aussi occupe-t-elle le second rang après Alexandrie parmi les villes de l'Égypte. Ses abords et ceux des palais des rois sont défendus par différents lacs. Ces palais, qui sont aujourd'hui presque tous ruinés et abandonnés, couvraient tout le sommet d'une colline et descendaient jusqu'au niveau de la basse ville, qui en cet endroit touche à la fois un lac et un grand bois. C'est merveilleux. On verrait bien ça dans un tableau du XVIIIe. C'est une très jolie peinture que l'on pourrait faire. Qu'en est-il de cette ville? Mais déjà, pour Strabon, cette ville, elle est, comment dire, c'est même pas une ville, c'est un paysage. Eh bien, imaginons aujourd'hui à quoi ça ressemble. Nous sommes sur le bord du Nil, nous sommes maintenant, en cette saison, et nous regardons le Nil vers le Mokattam. Ça fait peur, hein? Voilà. Alors, je suis désolé parce que vous avez des lampes qui vous empêchent de bien voir. Mais si vous avez de bons yeux, vous apercevez des grands pylônes électriques derrière. Voilà. On aperçoit de grands pylônes. C'est le Mokattam, c'est-à-dire la partie de la falaise, de la montagne qui domine le Caire actuel. Et là, on est sur la rive ouest et on regarde vers le Mokattam. Ceux qui ont vraiment des yeux de chat aperçoivent le minaret de la mosquée Sinan, mais bon, il faut vraiment avoir les yeux de la foi, si j'ose dire, pour une mosquée. Et donc, vous êtes ici dans la crasse de la ville d'aujourd'hui. Et encore, cette photo a été prise il y a une dizaine d'années. Alors, c'est pas très encourageant, mais voyons un peu maintenant sur le plan où se trouve cette Memphis que nous cherchons. Vous voyez, complètement en bas, je vous ai indiqué Memphis. Sur votre gauche, vous avez la chaîne des nécropoles qui monte. Vous avez ici le centre-ville, Babylone, on va y venir, et Héliopolis. Vous voyez que ça fait une certaine distance. Hein. On est dans une extension qui aujourd'hui est complètement recouverte d'urbanisme. C'est-à-dire que toute cette zone-là, que même des gens comme moi, certes j'ai un grand âge, mais enfin quand même, j'ai connu ça vert. Aujourd'hui, tout est recouvert et tout est urbanisé. Approchons-nous un peu pour essayer de voir
ce qui se passe du côté d'Héliopolis. Donc, nous avançons, là, ici, il y a un canal de dérivation du Nil, et nous allons nous rendre ici, sur la partie droite. Vous voyez, il y a un endroit que les maisons ont l'air de ne pas avoir encore totalement envahi, et qui semble un petit reste de désert. Alors, regardons-le de plus près, cette zone que vous voyez ici cerclée, qui va apparaître, c'est, lorsque vous êtes touriste, ce que l'on va vous vendre comme étant Héliopolis. Voilà ce qui reste de la Cité du Soleil. Il reste un guichet à billets pour touristes qui encercle un malheureux obélisque qui est perdu dans une reconstitution assez hasardeuse et hasardée de l'environnement qui fut peut-être un jour le sien, en tout cas dans les rêves des égyptologues. Et ça, c'est encore le bon côté des choses. Il se trouve que depuis une dizaine d'années, un de nos très courageux collègues, qui est Dietrich Raue, qui était conservateur du musée de Leipzig en Allemagne, et qui aujourd'hui est directeur de l'Institut allemand du Caire, a entrepris des fouilles à Héliopolis. Après tout, on vous dirait, vous avez la possibilité de fouiller Delphes. Hein, ça fait envie. Vous avez la possibilité de fouiller l'omphalos du monde, de fouiller la ville dans laquelle est né le soleil, dans laquelle le soleil est sorti du Noun, a commencé à éclairer le monde, la ville qui a régné sur le monde et d'où est issue toute la théologie, la cosmogonie égyptienne. Ah, cité littéraire, là. Hein. Ah, c'est Héliopolis. Donc il a entrepris la fouille d'Héliopolis, mais il était tout seul à l'entreprendre. Personne ne voulait le faire. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà. Là encore, peut-être pouvez-vous diminuer un peu la lumière. Voilà Héliopolis tel que, en 2015, Dietrich Raue l'a affronté. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que vous avez devant vous un champ d'ordures. Ça se voit. Et donc, sous cette accumulation d'ordures, hein, vous êtes quand vous venez au Caire, vous savez, l'aéroport, vous venez, vous prenez la Salah Salem, vous passez par la maison du baron en pain, puis vous avez Héliopolis, Ain Shams, de l'autre côté. C'est ça. Et donc, avec courage, il a entrepris de fouiller cela. Parce qu'en dessous, il y a le centre du monde. Eh oui. Alors vous comprenez, je vous donne peut-être un peu l'impression d'être un peu pessimiste, mais bon. Hein. Imaginez que le plus grand site, imaginez encore sous les ordures, voilà. Donc Dietrich Raue, avec beaucoup de courage, a entrepris la fouille d'Héliopolis. On le voit là, qui est en train de regarder apparaître quelques structures, mais vous voyez que pour faire apparaître ces structures, il faut d'abord dégager des accumulations de décennies d'ordures qui ont été mises là. Et encore, il a dû se battre pour faire qu'on ne construise pas sur ces remblais d'ordures de nouveaux immeubles, évidemment. Alors, comme il a trouvé de belles choses, parce qu'il y a de belles choses au centre du monde quand même, ça a un peu calmé les ardeurs. Là, ici, c'est une des statues, une des premières, celle qu'il a sortie en 2015, c'est un Ramsès II, mais il a sorti un Psamétique Ier qui a fait beaucoup de bruit aussi depuis. Donc, on les voit ici. Alors, évidemment, tout d'un coup, ça a un peu réveillé les consciences. Les gens se sont dit qu'était en train de disparaître ce qui est le cœur même de l'Égypte ancienne. Eh bien voilà, ça c'est une partie de Memphis, comme on va le voir tout à l'heure. Donc Dietrich Raue a fait une publication que je vous encourage à lire, d'autant plus qu'elle est en ligne et que ça ne vous coûtera rien. Donc vous pouvez aller la télécharger, où il explique un petit peu tout cela et où il donne... Alors évidemment, c'est en allemand, mais bon, c'est pas grave. Vous ferez traduire si vous ne pouvez pas. Dans cette publication, il explique un peu sa fouille et en même temps, il rappelle l'importance d'Héliopolis. Alors, cette Héliopolis était importante, pourquoi? Parce que comme c'est le lieu de naissance de l'univers, c'est aussi le lieu de consécration de tous les rois égyptiens. Pour être consacré roi, il fallait d'une façon ou d'une autre faire un certain pèlerinage. Et qu'il fallait être adoubé, en quelque sorte, par le dieu Ré, par le dieu solaire, qui reconnaissait le roi comme étant roi légitime, et le nom du roi était inscrit sur un perséa,
dont chaque feuille portait la titulature des rois qui se sont succédés depuis l'aube des temps. Donc vous voyez qu'Héliopolis, c'est réellement le lieu par excellence. C'est tellement le lieu par excellence que à chaque fois que les Égyptiens créaient une nouvelle capitale, elle devenait Héliopolis. Regardez ici, vous avez notre Héliopolis qui est en haut, et puis vous avez Karnak, Karnak qui est l'Héliopolis du sud. Et quand vous vous promenez dans le temple d'Amon-Ré de Karnak, que vous avez franchi la salle hypostyle, les différentes constructions, que vous arrivez dans le temple jubilaire, bien derrière, vous avez le vrai temple, qui est axé non pas comme vous qui venez selon un axe processionnel, mais qui est axé selon un axe religieux. Eh bien, ce temple, il est la reproduction d'Héliopolis, il est l'Héliopolis du Sud, et il a un sanctuaire héliopolitain dans lequel on adore le dieu Ré sous sa forme locale d'Amon-Ré. Et toute la géographie religieuse de la Thébaïde est construite selon ce schéma d'Héliopolis. Il en va de même si vous allez à Tanis, où lorsque Ramsès II établit sa capitale, celle-ci devint, et quand vous visitez le temple de Tanis, vous êtes dans une autre réplique d'Héliopolis, vous êtes dans l'Héliopolis du Nord. Parce que c'est là, il ne peut pas y avoir de pouvoir politique sans Héliopolis qui en soit le réceptacle. C'est tellement vrai que même à Baalbek, Baalbek est devenu l'Héliopolis. Alors, si je dis l'Héliopolis libanaise, vous allez rigoler, mais c'est un peu ça, si vous voulez. C'est le même symbole qui est maintenu et qui fait qu'on est là au cœur même du monde. Alors, vous voyez, c'est commode. Le cœur du monde peut se déplacer. C'est une bonne nouvelle, en quelque soit. Mais ça répond déjà à la première question que nous avions posée tout à l'heure sur les capitales rêvées et les capitales en mouvement. Mais quittons pour un instant Héliopolis et revenons à notre vision du Nil et de Memphis. Voilà, vous retrouvez Memphis. On va le regarder sur la carte, c'est plus facile. Ceci, c'est un atlas qu'avait fait Georges Darécy autrefois, qui est resté longtemps inédit dans les tiroirs du Collège de France et que j'ai édité tout de suite dès que je suis arrivé, il y a 23 ans, 24 ans, au collège. Et on voit ici, je vous ai cerclé ici, justement la position de Memphis. Memphis, vous voyez, vous le voyez au centre, c'est assuré. En face, vous avez, comme nous l'avons déjà dit, toute la chaîne des nécropoles. Et Memphis est à peu près en face de Saqqara. C'est à peu près en face de la pyramide de Djoser, en gros. Derrière, vous avez la ville de Bedrachein, que nous avons connue. Je m'adresse à mon confrère et ami. Nous, il y a un certain temps, comme encore la campagne très verte. Bien, aujourd'hui, vous allez voir ce que c'est devenu. Et puis, de l'autre côté, vous avez Helwan, qui a été pendant longtemps une station thermale à l'époque moderne, et tout à fait en haut, les pyramides de Giza. Vous vous apercevez Toura, les carrières de calcaire de Toura. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le développement actuel du Caire. Tout ça étant évidemment recouvert aujourd'hui par l'urbanisation. Revenons voir un peu les historiens grecs et allons interroger Hérodote. Alors, Hérodote explique, comme tous les autres, que Memphis, en fait, c'est la première capitale. Alors, Ménès fut le premier roi d'Égypte, il fit faire, selon les prêtres, alors, des digues. C'est-à-dire, c'est quand même intéressant. Vous connaissez la crue du Nil. Bon, vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de crue du Nil, mais jusqu'en 1936, il y avait une crue qui submergeait une grande partie du pays. Et donc, Memphis est une création humaine qui est destinée aussi à contenir le flot du Nil, à le discipliner pour pouvoir l'utiliser. Donc, ce premier roi, Ménès, c'est dans la série manétonienne et aujourd'hui, on le sait, même dans l'historiographie égyptienne, il est considéré comme le premier roi. Donc, il fait des digues
pour maintenir le fleuve. Le fleuve, jusqu'au règne de ce prince, coulait entièrement le long de la montagne sablonneuse qui est du côté de la Libye. C'est le plateau occidental sur lequel se sont constituées les nécropoles. Mais ayant comblé le coude que forme le Nil du côté du Midi et construit une digue environ à 100 stades au-dessus de Memphis, il mit à sec son ancien lit et lui fit prendre son cours par un nouveau canal afin qu'il coulât à égale distance des montagnes. Et encore aujourd'hui, sous la domination des Perses, on a une attention particulière à ce même coude du Nil dont les eaux retenues par les digues coulent d'un autre côté. Et on a besoin de les fortifier tous les ans. En effet, si le fleuve venait à les rompre et à se répandre de ce côté-là dans les terres, Memphis risquerait d'être entièrement submergé. Ménès, leur premier roi, fit bâtir, au rapport des mêmes prêtres, la ville qu'on appelle aujourd'hui Memphis, dans l'endroit même d'où il avait détourné le fleuve et qu'il avait converti en terre ferme. Car cette ville est aussi, etc. Vous allez me dire, donc Memphis est dans l'eau. C'était construit sur l'eau. C'est une ville artificielle. Et peut-être que si on ne la trouve pas aujourd'hui, c'est justement parce qu'elle est dans l'eau. Mais vous allez me dire, on a construit dessus. Alors, ce raisonnement un peu simple que je fais devant vous a été traité de façon beaucoup plus compliquée par les géomorphologues. Et en particulier, Gonzalez a fait une thèse sur Landscape and Environmental Changes at Memphis. Et vous voyez ici une série de cartes de en haut à gauche jusqu'en bas où vous pouvez repérer simplement par le jeu des couleurs l'évolution et le déplacement du cours du Nil à travers les âges, parce que c'est un raisonnement simple à faire. On dit, après tout, Memphis, qu'est-ce qui s'est passé le jour où les digues n'ont plus été entretenues, etc. Donc, on a fait des études. Alors, vous voyez en bleu tout ce qui est rivière. Hein. Donc, vous avez le cours, on le voit, qui évolue au début du Moyen Empire, donc au tournant du 3e millénaire, hein, vers le début du 2e millénaire, on voit que, en fait, Memphis, c'est une série d'îlots dans l'eau, tout simplement. Puis, ensuite, la fin, on voit bien que la partie d'eau se réduit, et puis ainsi de suite. En 3, 4, 5, vous pouvez arriver à le suivre jusqu'à l'époque romaine, où là, on a en marron les zones urbanisées, hein, dont vous voyez la progression lente, avec les zones de culture et le fait que le Nil se déplace. En d'autres termes, ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'il y avait autrefois. Et du coup, on comprend que les Égyptiens aient construit la nécropole là où il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire sur le plateau libyque, puis le reste, on a joué avec en s'accrochant comme on pouvait. Alors une fois qu'on a compris ça, on regarde évidemment d'un autre œil l'histoire même de la ville. Alors, dernier, si ça veut bien tourner. Ah, répondez, parce que là, on est... Bon, alors écoutez, je vais quand même vous lire le passage de Diodore que j'envisageais. Alors, pour répondre à cette question, évidemment, Diodore ignorait que je la poserais aujourd'hui, mais pour répondre à cette question, il fait le développement suivant. Le 8e descendant de ce roi, qui fut appelé comme son père Oucoréus, fonda Memphis, la ville la plus célèbre de l'Égypte. Il avait choisi, oui, c'est gentil de venir à mon secours, oui. Alors, il explique encore que la position de Memphis commande en fait le delta. Par cette position, Memphis est en quelque sorte la clé de l'Égypte et domine la navigation de la haute région. Il donna à cette ville une enceinte de 150 stades. Il la fortifia et assura les avantages de sa position admirable par de grands travaux. Comme le Nil, à l'époque de ses crues, inondait la ville, il lui opposa du côté du Midi une digue immense qui servit tout à la fois à préserver la ville de l'inondation et à la défendre en guise de forteresse contre les ennemis qui viendraient du côté de la terre. Dans une autre étendue, il avait creusé un lac vaste et profond qui recevait l'excédent des eaux du fleuve et qui, entourant toute la ville, excepté du côté de la digue, rendait sa position admirablement forte. Alors, cette description
que vous entendez, à défaut de l'avoir, sous la plume de Diodore, nous donne une idée de quelque chose qui est absolument aujourd'hui impossible à comprendre et à saisir, qui est l'accès de Memphis au fleuve, et en particulier le port de Pérou-Néfer, qui joue un très grand rôle dans l'histoire de la ville, car c'est par ce port fluvial qu'arrivaient les différentes denrées et richesses qui venaient de l'extérieur. C'est aussi ce port qui commandait la possession de la ville et par là même celle du pouvoir. Alors vous allez voir pourquoi je vous dis cela. Je tente une autre image avec un succès moyen et même pas bon du tout. Ouais, c'est reparti pour un tour. Bon, alors, je vous propose de ne plus faire de diaporama, d'avancer précautionneusement. Alors, voilà ce qu'est Memphis aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure Héliopolis, en tout aussi navrant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose, et vous vous rendez compte que sur cette vue, c'est Google Maps, hein, c'est une vue de cette année, vous voyez que tout est aride, et puis autour, vous avez les maisons, l'urbanisation qui avance. Alors, comparons avec ce que l'on voyait dans les années 30, lorsque Jean Capart fait un essai sur Memphis. Il tente un essai pour montrer justement ce que pouvait être la capitale. C'est notre propos, si vous voulez. Et Jean Capart, grand spécialiste d'histoire de l'art, qu'est-ce qu'il montre sur la page de garde de sa publication? Une vue des pyramides. Parce que c'est la seule chose qu'il y a à voir. Il n'y a rien d'autre à voir. Et quand vous prenez les illustrations à destination des touristes qui se font à l'époque, c'est-à-dire les cartes postales. Voilà ici une vue du village de Bedresheim qui est à côté. Ben, vous avez une langue de terre sur laquelle il y a quelques maisons, et puis vous avez l'eau qui a envahi, on est au moment de la crue, vous avez l'eau qui a envahi tout. Alors l'avantage, c'est que ça vous permet de prendre conscience des textes de Diodore et Strabon. Vous comprenez que l'eau est effectivement un problème et qu'elle peut inonder le tout. Mais de Memphis, vous ne voyez que ça. Alors, je vous la fais sous forme d'un chromo, c'est plus agréable. Hein. Et vous vous rappelez tout à l'heure l'évocation du colosse. Bon, c'est pas le même, mais c'est tout ce que vous avez aujourd'hui. Si vous allez sur le site, vous allez trouver ce colosse de Ramsès II. Alors, depuis, on l'a installé dans un petit musée. Voilà, ici, vous apercevez la structure du musée, et voilà ce que ça donne dans une photo couleur, enfin, dans la mesure où vous pouvez la voir, ici. Donc voilà, tout ce qui reste, en fait, de Memphis. En effet, ce colosse provient de ce que les archéologues ont pu reconstituer en plan. C'est-à-dire qu'il provient, vous avez le temple de Ptah. Ce temple de Ptah, qui était, Ptah c'est le dieu de Memphis, c'est le grand dieu, voilà tout ce qu'il en reste, c'est-à-dire rien. Et tout autour, vous avez eh bien, des tombes, vous avez des chapelles, vous avez tout un ensemble, et y compris le palais d'Apriès, qui est situé au nord. Ça, c'est ce que même les Grecs n'ont pas vu. C'est ce qu'il n'en restait déjà que des bribes. Donc notre capitale, notre ville de Memphis, vous voyez qu'elle est aujourd'hui réduite à l'état de fantôme, un peu comme ma présentation presque. Alors, pourtant, quand vous prenez... oui, ça c'est, on n'est jamais déçu. Hein. Voilà, ici c'est mieux. Voilà. Quand vous prenez la description qui en est donnée par Montet, vous voyez que je n'exagère rien. Les vestiges du temple de Ptah, qui consistent essentiellement en 2 murs construits par Ramsès II, sont compris entre le village de Mitraïné et le Kom El Hawa. Bon, une fois que vous avez lu ça, vous avez tout lu. Alors, comment donner vie à cette ville? Comment la faire exister? Alors, on a en fait 2 ensembles textuels qui correspondraient à la définition diabolique tentée par mon confrère d'une cité littéraire. Simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, Memphis, c'est l'omphalos, c'est le centre du monde.
Eh bien, ce centre du monde a généré des textes qui sont des textes cosmogoniques qui décrivent la création du monde et l'organisation du monde divin et du monde humain. Donc Memphis va vivre à travers ces textes. Ce sont ces textes qui ont été réunis et comparés par Amal Hawari avec l'autre source, qui est une source historique, qui est la stèle triomphale du roi Pianki, qui, au VIe siècle avant notre ère, depuis la très lointaine capitale qu'il avait au Soudan, conquiert l'Égypte. Et en conquérant l'Égypte, il laisse un récit qui est la description de sa conquête et surtout la description du couronnement. Et pour ce faire, il nous emmène, comme on le disait tout à l'heure, à Héliopolis et Memphis, qui est le lieu où sa légitimité doit être reconnue. Et du coup, il nous donne la seule description que l'on ait de cette géographie physique correspondant à une géographie religieuse. Alors, si ça marche avec un peu de chance, j'ai pas de chance. Hein. Ah oui, mais ça, c'est terrible. Il me fait sauter le seul truc que je veux vous montrer. Qui est ceci, que vous ne voyez pas. Bon, ce n'est pas une grande importance. C'est le texte, c'est le dessin du texte de cette stèle, qui est un énorme monument qui fait taille humaine. Hein. Vous avez 1,65 m de hauteur sur deux faces, et les deux faces latérales qui sont aussi faites, mais qui sont plus étroites, qui donnent un texte qui est l'un des plus longs textes historiques de la littérature égyptienne. Alors ce texte, que dit-il? Alors là encore, fantastique, vous le voyez. C'est bien parce qu'on a des surprises à tous les moments. Donc notre souverain, Pianki, fait une sorte de croisade qui lui permet de conquérir l'Égypte. Alors, il raconte dans son texte cette croisade. Il descend vers le nord jusqu'au mur blanc. Le mur blanc, c'est Memphis. Et il dit, en arrivant, c'est la grande tradition épique des harangues militaires des conquérants, il arrive devant la ville et il harangue les gens qui sont enfermés à l'intérieur de la ville, dont le siège a déjà commencé depuis plusieurs semaines. Ne te ferme pas, ne combat pas, résidence de Chou au temps primordial. Vous voyez, quand le roi envisage et parle de cette ville, il parle du premier lieu de la création du monde. Que celui qui veut entrer entre, que celui qui veut sortir sorte, que l'on ne retienne pas ceux qui veulent s'en aller. Je voudrais consacrer un sacrifice à Ptah et au Dieu qui réside dans le mur blanc, faire une offrande à Sokaris dans la Chétite, vers celui qui est au sud de son mur, et continuer à descendre vers le nord en paix. Les gens du mur blanc seront sains et saufs sans que l'on pleure de jeunes combattants. Voyez donc les noms du sud, pas un seul n'y a été tué, excepté les ennemis, etc. Mais les citoyens de Memphis ne l'écoutent pas. Ils fermèrent alors leur citadelle et firent sortir des troupes contre quelques troupes de Sa Majesté, des artisans, des conducteurs de travaux, des matelots qui allaient au port du mur blanc. Vous voyez, on sait qu'il y a un port, on sait qu'il y a une fortification, on est en plein siège. Arrive le chef des coalisés qui rentre de nuit dans la ville assiégée et il s'adresse à ses troupes, 8000 hommes. Il leur dit « Voyez, Memphis est rempli de troupes constituées de l'élite du Nord, d'orges, d'épeautres et de toutes graines. Les greniers débordent. » Je vais finir par croire que l'on m'en veut. Oui, oui, je suis bien d'accord avec vous, il n'y a pas de quoi se vanter, hein. Mais bon, oui. C'est bien quand même. Hein. Je me permets. Oh, bref, au point où j'en suis. Vous voyez, on est quand même son et lumière. Enfin, vous avez le son. Oui. Ah, mais oui, alors vous avez fait apparaître et disparaître. Exactement. Très bien. C'est de la magie. Alors donc, je n'ose plus toucher à rien. Donc, bref, il leur dit qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, et il faut qu'ils restent tranquillement et que tout va bien se passer. Bien évidemment, tout ne se passe pas bien. Et ce chef de guerre
qui encourage les siens à se battre à l'intérieur de Memphis. Dès la nuit tombée, il fiche le camp. Bien sûr, il s'enfuit et il les laisse face aux Éthiopiens qui assiègent la ville. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois le spectacle et ce qui va se passer. Pianki arrive, il voit que l'eau avait atteint les remparts, c'est-à-dire le Nil est donc plein, avait atteint les remparts et les bateaux amarrés au port de Memphis. Sa Majesté voit que ça avait été fortifié, qu'on avait fait des constructions nouvelles. Donc on a affaire à une ville fortifiée qui subit un siège déjà depuis un certain temps et qui donne directement sur le fleuve, exactement ce que nous racontent les géographes grecs. Et c'est cette ville-là qui est en fait la clé qui va permettre d'arriver à Memphis. Alors il y a toute une discussion qui se fait, il y a un conseil de guerre sur lequel je passe, parce qu'à force de perdre du temps, on finit par ne plus en avoir beaucoup. Et finalement, le roi mène l'assaut et Memphis tombe. Comme dit le texte, Memphis fut alors pris comme une trompe d'eau et beaucoup de gens furent massacrés ou emmenés prisonniers là où était Sa Majesté. Alors donc tout le monde se soumet, le roi entre dans la ville, et là, que fait-il? Il va dans le temple de Ptah. On a vu tout à l'heure le plan. Il va dans le temple de Ptah. Et là, il se purifie, il accomplit les rites, il fait tous les rites qui sont prescrits pour un roi. Il entre dans la maison du Dieu, il lui fait un grand sacrifice. On précise, des bœufs, du bétail, sans cornes, des volailles, etc. etc. Puis, les gens des nomes voisins viennent lui rendre hommage. Ils viennent se soumettre. Ensuite de quoi, ayant fait ce grand sacrifice dans le temple de Ptah, il va se diriger, il va remonter au nord, il va aller vers Kher-A, c'est la vue que vous avez vue du Caire dans la brume le matin. Il va passer là, et puis il va remonter vers Héliopolis. Et il passe par Kher-A, donc, et là, il fait une offrande à l'Énéade, c'est-à-dire aux 9 dieux héliopolitains, dans leur demeure. Et puis ensuite, il va vers Héliopolis. Qu'est-ce qu'il fait donc à Héliopolis? Il se dirige vers la colline de sable d'Héliopolis. Il offre un grand sacrifice sur la colline de sable d'Héliopolis face au dieu Ré. Puis, il va entrer dans le sanctuaire. Alors, je passe ici. Bon, voilà. Il va entrer dans le sanctuaire. Il fait les rites qu'il doit faire devant le dieu qui le reconnaît comme roi. Et à ce moment-là, étant reconnu comme roi, il brise le sceau du naos divin, il se tient devant le dieu dans le château du Ben-Ben, puis il ferme les 2 portes, il sort du sanctuaire, il ferme les 2 portes, il le scelle de son sceau et il dit « J'ai mis en place, moi, le sceau, que personne d'autre n'y ait accès parmi tous les rois qui pourraient se déclarer. » Et à ce moment-là, tout le monde tombe à genoux, on le reconnaît comme roi, bref. Il a, la ville, l'ensemble Memphis, Héliopolis, a joué son rôle de reconnaissance royale. Le roi est au centre du monde, et étant au centre du monde, il en devient le maître. Ben, c'est tout ce qu'on sait sur Memphis. On a ce témoignage. Alors, il existe ce que l'on appelle des éloges de la ville. Enfin, si j'arrive à les attraper. Voilà. Il existe des éloges de la ville qui sont un genre littéraire qu'a récemment étudié ma collègue Chloé Ragazzoli. Alors, il s'agit de poèmes, ce sont des formes poétiques qui sont censées chanter les louanges d'une ville. Je vous donne 2 exemples rapidement. Dans un papyrus, le papyrus Anastasi IV, vous avez le texte, profitez-en pendant qu'il est encore là sous vos yeux. « Vois, mon cœur est parti à la dérobée, il s'est hâté vers un lieu qu'il connaît, il a remonté le fleuve pour voir Hout
Ptah, c'est-à-dire le château des Cahoux de Ptah, c'est le nom de Memphis. Ah, si j'étais lui, je reste là et j'attends mon cœur pour qu'il me dise l'état de Memphis. Aucune mission ne m'est plus confiée, car mon cœur a quitté sa place. Viens à moi, Ptah, pour m'emmener à Memphis et me laisser te contempler en liberté. C'est à désirer le sommeil que je passe mes journées. Mon cœur, il n'est plus dans mon corps. Tous mes membres sont pris de maladie. Mon œil est épuisé de gaieté. Mon oreille est sourde. Il n'y a pas de description de Memphis. Memphis n'existe pas là-dedans. Et quand vous êtes un peu familier de la poésie égyptienne, vous reconnaissez ce qu'on appelle un chant d'amour. C'est-à-dire un poème qui, en fait, et les termes que l'on emploie qui sont employés pour chanter Memphis, ce sont ceux que l'on retrouve quand on décrit sa belle. Alors, normalement, j'aimerais bien qu'on arrive à passer. Bon, mais très bien. On va jouer comme ça, tac, non ? Bon, même pas. Dans un autre de ces poèmes, on entend la chanteuse de Hathor, dame du sycomore du sud, c'est Tika, tel est son nom, salue la chanteuse d'Amon, Sermet-Nefret, qui habite la cité du sud, c'est-à-dire Thèbes. L'épouse du grand prêtre Wab du front d'Amon, grand prêtre ritualiste de Thèbes, Amenémat, en vie, santé et force, et en faveur auprès d'Amon-Ré, roi des dieux, et elle demande « Quel est ton état ? Comment vas-tu » ? Voilà, je dis au grand Ptah qui est au sud de son mire, seigneur de Ankhtaoui, puis suit une litanie, une kyrielle de divinités, mais qui y en a une trentaine, une quarantaine, qu'elle énumère les uns après les autres, en disant « Voilà, comment ça va, ça va, ça va. » Et puis, une fois qu'elle a énuméré tous les dieux, y compris l'Énéade de l'Ouest, elle passe aux rois, les rois de Haute et de Basse Égypte, etc. Donc vous avez l'impression d'avoir un catalogue de divinités auxquelles on va rendre hommage. Et puis, une fois que tout le monde s'est enquis de savoir comment elle va, comment ça se passe, etc., vous vous dites, vous êtes là, vous dites, Memphis alors. Où est l'éloge de Memphis? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il va y avoir une description? Point. Vous avez... Oui, bon, très bien. Vous avez ensuite un texte qui évoque des élégantes qui sont là. Elles ont un vase dans la main, le vase dans les bras, il a embrassé les gâteaux réès, placé la boisson débite dans la coupe, et puis les questions du quartier sud et nord, et les casques, une graisse douce, les victuailles, la graisse, les roseaux, toutes sortes de plantes au doux parfum, douces sont les armes offensives, l'arc est en bois de cèdre, les armes sont faites de boutons de lotus, et les tambours marchent à leur tête dans le cortège, des jeunes gens exultent à leur suite, une danseuse du sud, elle a embrassé le nord, elle a porté les pieds à sa nuque. Alors ça, quand vous êtes un peu au courant, eh bien, vous voyez apparaître dans ce texte des scènes de banquets qui sont dans les tombes que vous connaissez par les tombes thébaines. Vous voyez apparaître la petite danseuse sur un ostracon de Turin. Vous la voyez apparaître aussi sur les murs des tombeaux. Les dames dont on vous dit, les femmes nobles de Memphis sont confortablement installées, leurs mains agitent de l'étoffe et de la verdure de Taméchen et du papyrus de Paouj. Il y a de belles tranches de pain avec du foie de bœuf dessus, de la liqueur, la boisson débite. Et alors vous avez une chanteuse, des bovidés parfaits, des oies, des volailles, des bassins d'irrigation, des cailles. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça vous évoque? Pas la ville. Ce sont des scènes des banquets funéraires. Il n'est pas du tout question de Memphis. Ça n'a rien à voir. On décrit un paysage heureux. On décrit un paysage qui d'ailleurs est un paysage essentiellement funéraire. Ce n'est pas le banquet de la vie de tous les jours, c'est le banquet funéraire qui est ainsi décrit. Autrement dit, est-ce que déjà Memphis est un mythe au 2e millénaire avant notre ère? Est-ce que déjà ce n'est qu'un rêve? Ou est-ce que l'image même que l'on a de la cité, n'importe quel Égyptien sait que Memphis, c'est le centre du monde. Est-ce que l'image que l'on a de cette cité n'est pas déjà une image mythique? Est-ce que les Égyptiens ne pensaient pas la capitale de leur pays comme un lieu théologique, religieux, politique probablement? Mais est-ce que l'idée même de cité, l'idée même de ville leur était propre? D'ailleurs,
Aujourd'hui, quand vous allez à Thèbes, où est Thèbes? Où est la capitale? Quand vous vous promenez à Luxor, où sont les maisons? Où est la ville? Karnak, il y a un temple. Luxor, il y a un temple. De l'autre côté, il y a des tombes. Et la ville, elle est où, la ville? Et le pouvoir politique, il était où, le pouvoir politique? Alors aujourd'hui, on sait que les palais sont associés au temple et que là où était le roi était l'État. Mais la notion même de ville, d'ensemble urbain constitué comme centre de vie, comme centre littéraire, comme centre politique, paraît être assez étranger. Et quand les Grecs décrivent Memphis, ce qu'ils décrivent, c'est surtout une ville cosmopolite. C'est les gens qui viennent dans la ville. Un peu comme le Caire. Ah oui, ça c'est une vision du Caire. C'est un peu particulier. Tant pis, je vais laisser comme ça, j'ai tellement peur qu'il s'en aille. Vous avez ici cette vision du Caire. Le Caire aujourd'hui, la ville du Caire, elle s'est constituée parce qu'elle est constituée sur des normes européennes. Elle est constituée avec un parlement, avec une assemblée, avec etc. Mais cette ville du Caire elle-même, qui a pris réalité dans notre monde, à nous, elle ne correspond pas du tout à Memphis d'avant, à Memphis d'autrefois. Memphis n'était peut-être même pas une ville. Il y avait certes un port, il y avait certes des activités commerciales, mais ce n'est pas une ville ou une cité au sens où nous l'entendons nous. Et peut-être que les Égyptiens d'aujourd'hui, qui vous savez ont le projet terrible de quitter le Caire. Alors ça, j'aurais tellement aimé vous montrer cette photo, qui est absolument désastreuse. Voilà. Non, et peut-être là, on va recommencer, on va réessayer. Si vous pouvez faire un petit coup de magie encore. Oui, merci. Oui. Ben là, voilà. Voilà. Les Égyptiens ont le projet de déplacer, et ça a commencé, comme vous le voyez. Vous reconnaissez cette magnifique architecture pharaonique. Hein, bon. Ils ont commencé à déplacer la capitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Caire actuel, qui est énorme, c'est pratiquement 30 millions d'habitants. Hein, bon. Le Caire actuel va être totalement abandonné, puisque ce ne sera plus le centre névralgique de tout. Ce sera, dans le meilleur des cas, livré au tourisme, mais surtout livré à la poubelle. Il y a de fortes chances que ce qui attend le Caire, c'est ce qui est arrivé à Héliopolis. C'est la même chose. La ville va continuer à générer ses propres accumulations de déchets et elle va disparaître. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'intéressait à vous montrer, plutôt que de me lamenter sur la disparition du Caire, bon, après tout, c'est aussi la décision des hommes, mais c'est de montrer le mécanisme par rapport à la définition que nous essayons de donner de ces cités. La cité, en fait, est-ce qu'elle existe avant l'époque moderne, est-ce qu'elle existe dans la réalité ou est-ce qu'elle existe dans notre imagination? Est-ce que c'est nous qui créons une cité, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit fictive, qu'elle soit mobile, etc. Nous vivons, nous, à Paris. Paris a une vie, une histoire, c'est un lieu politique, économique. On sait ce que c'est qu'une cité en Europe. Mais probablement, l'image que nous projetons, nous, sur les cités antiques, sur les cités, en tout cas, d'Égypte, dont on voit bien qu'elles ne correspondent pas à ce que la documentation serait en droit de nous fournir, si notre définition était la bonne, sont-elles des cités rêvées ou non? Et si elles ne sont pas des cités rêvées, ce qui est après tout possible, à ce moment-là, je laisse la parole à Laurence Durel, sauf qui peut. Je vous remercie. Et pardon pour toutes ces... Désolé de tous ces incidents totalement indépendants de ma volonté. Est-ce qu'on a quelques minutes? Pas trop, parce que je sais qu'en plus, vous devez craindre d'avoir des difficultés pour vous déplacer, ce que je comprends, on en est tous là. Mais est-ce que vous avez quelques questions que vous voulez poser? Je serais ravi d'essayer d'y répondre. Pas sur la technique. Hein. Non? Oui, non, je ne vois pas. Si quelqu'un a une question, qu'il lève la main. Qu'il prenne la parole. Eh bien, allez-y, vous avez un micro.
à côté de vous. Prenez le micro. Ils sont très commodes et ils marchent en plus. Enfin, eux. Oui. Merci pour ce magnifique exposé. Oui, oui. Est-ce que la disparition de la ville physique, parce qu'on entend de l'Égypte liée au phénomène du Nil, c'est-à-dire que les parties mortuaires et les temples ont survécu, mais le reste disparaissait à chaque rue du Nil, plus ou moins? Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. D'ailleurs, on le voit bien puisque les anciens essayaient de maintenir, faisaient des digues, etc. Donc, alors, on le sait, la ville se déplaçait en fonction des nécessités. Mais pourquoi? Parce qu'aussi, très profondément, dans la conception égyptienne, la ville qui abrite la vie d'ici-bas n'est que temporaire. Ce qui est important, c'est l'au-delà. Et donc, oui, les morts, on va les mettre dans un endroit à l'abri de tout et où ils seront conservés. À preuve, ils le sont, puisque nous avons accès encore à eux. Et quand les anciens, quand les Grecs visitent, Memphis, pour un Grec, c'est une ville extraordinaire. C'est le centre touristique que l'on va voir parce que c'est une mythologie à soi, même Memphis. Donc, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le grouillement de la ville, mais ils vont voir les tombeaux. Ils vont voir ce qui est pérenne et ce qui est la trace. Alors, il leur reste, comme nous, comme vous, aujourd'hui, il leur reste les temples et les tombes. Mais imaginez un instant que vous décriviez notre propre civilisation à travers les églises et les cimetières. Vous seriez à côté de la plaque. Peut-être autant que nous le sommes, nous. Alors, ce qui nous aide, c'est que les Égyptiens, quand ils décrivent la vie dans l'au-delà, ils la calquent sur la vie d'ici-bas. C'est pour ça que dans ces descriptions de la ville, que malheureusement je vous ai montré de façon très, très chaotique, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Ils mettent ce qu'on conserve dans l'au-delà, ce que les élégantes dans les banquets font. Elles boivent, elles mangent, elles sont dans une verte nature. Et vous savez que dans les tombes, alors je n'ai pas pu vous le montrer, mais avec un peu de chance, je pourrais peut-être le faire. J'avais prévu de vous montrer une image d'un jardin. Oui, enfin, s'il veut bien, oui. Enfin, bref. Non, non. C'était avant, oui, évidemment, comme toujours. Quand il y a un truc bien, c'est toujours avant. Bon, voilà. Ici, oui, d'accord. Bon, écoutez, on va peut-être pas... ça suffira comme ça. Donc, mais le jardin qui est représenté, qui est décrit dans ce poème, c'est le cadre qui est décrit dans les tombes. C'est-à-dire que vous avez de l'eau, parce que ça, c'est quand même un pays sec. Vous avez l'eau, vous avez l'irrigation, vous avez les plantes, et vous avez tout ce qui est beau, tout ce qui est bon et tout ce qui se mange. Donc vous avez des dattes, vous avez en plus le dattier, comme vous le savez, c'est un arbre qui a une racine pivotante qui descend à peu près à 30 mètres. Il trouve toujours l'eau, lui. Donc il est un symbole de renaissance, il résiste à tout. Donc on est dans cette espèce de monde mythique. De ce point de vue-là, la démarche de Deurel est bonne, même si ce n'est pas sa culture et s'il est à côté de la plaque par beaucoup de choses, il a raison. Il crée une cité, et l'Alexandrie de Deurel, elle est toujours vivante. L'Alexandrie d'aujourd'hui n'a rien à voir. Aujourd'hui, il doit y avoir entre 15 et 20 millions d'habitants. C'est devenu, comme le Caire, c'est devenu quelque chose qui n'est plus perceptible dans le schéma culturel et historique dans lequel nous sommes. Vous voyez, c'est pour ça que les concepts que nous appliquons, ils sont un peu oniriques. Nous projetons notre propre... C'est pas pour rien que Freud s'est vraiment intéressé à la civilisation pharaonique. Je vous rappelle, l'homme Moïse, 6 versions différentes jusqu'en 1936. Il avait même appris les hiéroglyphes, c'est vous dire. Et il avait, dans le système qu'il construisait, il se rendait bien compte que l'imaginaire, le fictif, était la projection par essence. Alors, je ne dis pas, surtout venant après mon très savant confrère assyriologue qui vous a enchanté avec les contes et les exercices scolaires, je ne dis pas que nous rêvons. Évidemment, tout ce que nous trouvons fait sens, bien évidemment, mais c'est notre approche elle-même. Je me souviens de mon maître Posner qui, quand j'étais jeune étudiant, nous disait
oubliez le cartésianisme. Oubliez. Laissez-vous submerger. Et il avait raison. Il avait raison. Est-ce qu'il y a encore une seule question avant que les métros s'arrêtent? Ah pas? Ah plus? Alors je vous remercie.